La route serpentait entre les collines dorées du Bordelais, baignées de la lumière froide de décembre. Le vent du soir portait l'odeur des vignes endormies et du bois humide. Jean Morel, propriétaire du domaine Château des Amandiers, rentrait 3 jours plus tôt que prévu de son voyage d'affaires en Europe du Nord. Il voulait faire une surprise à sa femme, Claire, pour Noël. 3 semaines loin d'elle lui avaient semblé une éternité. Il imaginait déjà son visage lorsqu'il pousserait la porte du grand salon, ses yeux brillants de joie, leurs bras qui se retrouveraient dans la chaleur du foyer. Mais en arrivant au portail en fer forgé du domaine, une étrange impression le figea. Toutes les fenêtres étaient illuminées, des guirlandes scintillaient sur les terrasses, des voix s'élevèrent de la maison, des éclats de rire, des tintements de verre. Ce n'était pas l'accueil calme et intime qu'il avait imaginé. Il régla le chauffeur du taxi et resta immobile quelques secondes, sa valise posée à ses pieds. Après 35 ans de mariage, il connaissait chaque rythme de cette maison, chaque habitude de Claire. Elle ne recevait jamais sans le prévenir, et surtout pas pour organiser une fête. Le son des conversations montait du grand salon. Des voix masculines, assurées, un peu arrogantes. Des voix qui semblaient à l'aise, trop à l'aise. Jean avança lentement, dissimulé par les oliviers. Sous le grand chêne centenaire, il aperçut une silhouette assise seule sur le banc de pierre. Claire, sa tête inclinée, les épaules affaissées. Elle tenait un verre de vin dans les mains tremblantes. Elle pleurait. À l'intérieur, on trinquait, on riait, on célébrait quelque chose, mais pas elle. Et dehors, celle qui avait partagé toute sa vie pleurait dans le froid, seule, à quelques mètres seulement de leur bonheur volé. Jean sentit une colère froide lui monter au cœur. Il s'avança dans l'ombre, se glissant jusqu'à la véranda ouverte. Les rires étaient en plus clairs, les voix plus distinctes. « Enfin, on va pouvoir signer les papiers de transfert ?» lança une femme d'un ton satisfait. « Il était temps », répondit un homme, autoritaire. Puis un éclat de rire, reconnaissable entre mille. Celui d'Adrien, leur fils unique. Jean sentit ses entrailles se tordre. Son fils riait à gorge déployée, pendant que sa mère pleurait seule sous les arbres. Il se rapprocha encore. Derrière la treille, il vit à travers la fenêtre Adrien assis sur le canapé, à côté de sa femme Camille, élégante, froide, calculatrice. En face, les parents de celle-ci, les Delcourt, notables parisiens habitués aux affaires et aux privilèges. « Ta mère est fragile, Adrien. Avec ton père toujours en déplacement, elle se sent seule, vulnérable. C'est le moment d'agir, » disait Camille, la voix mielleuse. « Elle sera soulagée de ne plus s'occuper du domaine, » ajouta M. Delcourt. « Et tout sera à ton nom. Ce qui t'appartient appartient à ta famille, » conclut-il en levant sa coupe. Jean sentit son sang bouillir. Chaque mot était une trahison, chaque rire, un coup de poignard. Il sortit son téléphone, lança l'enregistreur vocal et filma quelques secondes. Les preuves, les visages, les voix, 35 ans de travail, de sueur, d'amour, et tout cela menacé par la cupidité d'un fils aveuglé. Lorsqu'il coupa l'enregistrement, il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais avant tout, il devait rejoindre Claire, la protéger, et leur reprendre ce qu'on voulait leur voler. La nuit tomba sur le vignoble comme un rideau. Le vent faisait trembler les cyprès et les lumières de la maison brillaient encore dans l'obscurité, indifférentes à la trahison qu'elles abritaient. Jean longea le jardin en silence, ses pas étouffés sur le gravier. Sous le grand chêne, Claire n'avait pas bougé. Elle tenait toujours son verre de vin, les yeux perdus dans le vide. « Claire », murmura-t-il doucement. Elle sursauta, manquant de laisser tomber son verre, puis quand elle le vit, ses lèvres tremblèrent et des larmes de soulagement jaillirent. « Jean, mon Dieu, tu devais rentrer dans 3 jours. »« Je sais, mais j'ai tout entendu. On part maintenant. » Il n'y eut aucune discussion. 35 ans d'union avaient forgé un langage silencieux entre eux. Claire se leva, encore tremblante, et suivit son mari jusqu'à la voiture garée derrière les oliviers. En quelques minutes, ils avaient quitté le domaine, laissant derrière eux la lumière, les rires et la trahison. 30 minutes plus tard, ils se réfugiaient dans la suite du Grand Hôtel de Bordeaux, l'un des établissements les plus discrets de la région. Ironie amère. Payer pour se cacher dans la même ville dont on possédait un des plus beaux domaines.
Jean referma la porte derrière eux, puis prit les mains de Claire. Raconte-moi tout, depuis le début. Elle prit une grande inspiration. Tout a commencé il y a 3 semaines, quand Adrien et Camille sont venus passer les fêtes avec ses parents. La première semaine, tout allait bien, et puis, les remarques ont commencé. Sa voix tremblait, mais chaque mot sonnait clair, lucide. Camille disait que la maison était trop grande pour moi, que j'étais seul, fatigué. Ses parents parlaient d'impôts, de gestion, de simplifier notre patrimoine. Ils avaient des papiers prêts à signer. Ils ont dit que tu avais donné ton accord, que c'était une simple formalité. Quand j'ai refusé, ils ont commencé à me traiter de vieille femme bornée, égoïste. Adrien ne disait rien. Il les laissait faire. Jean serra les poings. Ils t'ont manipulé, et il les a laissés faire. Il sortit son téléphone, ouvrit l'enregistrement et fit écouter les voix, les rires, les phrases calculées. Claire porta une main à sa bouche, horrifiée. Ils parlaient comme si tout était déjà à eux. C'est fini. Ce soir, tout change. Jean décrocha le téléphone du bureau. Donnez-moi maître Arnaud Bélier immédiatement. Oui, à son domicile. Dites-lui que c'est urgent. 21 minutes plus tard, la voix du plus redouté avocat du Bordelais résonnait dans la suite. Jean, je t'écoute. Tentative de fraude, coercition, documents préparés pour transfert de propriété, j'ai tout enregistré. Il me faut des actes ce soir, pas demain. Compris, on va tout verrouiller. Annulation de la procuration d'Adrien, création d'une fiducie irrévocable au nom de Claire. Toi seul conserves un droit de regard. Et tu veux aller jusqu'à la désinhéritation? Complète. L'avocat soupira. Ce sera fait avant l'aube. Pendant qu'il rédigeait les documents, Jean appela le commissaire Duret, un vieil ami. J'ai besoin d'une intervention demain matin. Des gens séjournent chez moi sous de faux prétextes. J'ai les preuves. Ils doivent être expulsés. Compris, on sera là à 7 heures. À 3 heures du matin, tout était prêt. La fiducie créée, les accès bancaires bloqués, le fils légalement écarté de tout héritage. Claire signa les papiers en silence. Tu es sûr de toi? C'est notre fils. Non, Claire. Ce soir, il a cessé de l'être. Dehors, la pluie fine tombait sur la ville. Jean regardait par la fenêtre, les yeux fixés sur l'aube qui pointait au loin. Demain, tout serait différent. Et ceux qui avaient voulu s'approprier leur vie allaient découvrir ce qu'il en coûtait de trahir un homme qui avait tout bâti de ses propres mains. L'aube se leva sur Bordeaux dans une clarté froide, presque tranchante. Les collines du Médoc luisaient d'humidité, et un silence tendu régnait dans la suite du grand hôtel. Jean, debout devant la fenêtre, regardait le ciel devenir bleu acier. Sur la table basse, les dossiers préparés par maître Bélier attendaient, reliés, tamponnés, irrévocables. Claire, assise sur le canapé, serrait entre ses doigts une tasse de café sans oser y toucher. « Oh, tout est en ordre », dit Jean d'une voix calme. Il posa une main sur celle de sa femme. « À partir de maintenant, plus personne ne pourra te faire du mal. » À 7 heures précises, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant le portail du château des Amandiers. Le commissaire Duret en descendit, manteau bleu marine serré, expression grave. « Tu es sûr de vouloir y aller toi-même? » « C'est ma maison, je veux les regarder dans les yeux quand ils comprendront. » La voiture de Jean remonta l'allée bordée de cyprès. Le gravier crissa sous les pneus. La façade de pierre, baignée par la lumière rose du matin, semblait immobile, paisible, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière les volets, la trahison dormait encore. Jean frappa à la porte. 3 coups nets. Pas le geste d'un époux revenant chez lui, mais celui d'un homme prêt à réclamer justice. Des pas précipités se firent entendre, la porte s'ouvrit. Adrien apparut, en pyjama, les cheveux en bataille, le visage encore gonflé de sommeil. Il resta figé, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. Derrière lui, Camille surgit, tirant sur sa robe de soie, furieuse de cette intrusion. « Papa, qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« C'est la fin de ta comédie, Adrien. » Jean sortit un dossier de sa mallette et le remit au commissaire Duret. « Voici les preuves enregistrées hier soir. Conversation, visage, tout. Fraude, coercition, tentative de transfert illégal de propriété. Vous savez quoi faire ?» Le commissaire hocha la tête, puis se tourna vers Adrien.
Monsieur Morel, vous et les personnes présentes devez rassembler vos effets personnels. Vous n'avez plus autorisation de séjourner ici. Camille éclata. C'est absurde. Ce domaine appartient à votre fils? Non, répondit Jean d'une voix ferme. Il ouvrit le dossier, en sortit les documents scellés de la fiducie. Signé à 4 heures ce matin. La propriété, les comptes, le vignoble, tout appartient désormais à Claire Morel, seule bénéficiaire. Quant à toi, Adrien, tu es officiellement déshérité. Le silence tomba. Adrien recula d'un pas, pâle comme la pierre. Tu ne peux pas faire ça? Je suis ton fils. Non, tu es l'homme qui a choisi d'humilier sa mère pour de l'argent. Mon fils serait incapable d'une telle chose. Camille, blanche de rage, serra le bras d'Adrien. On verra ce que dira ton avocat. Ton avocat? Répondit Jean en haussant un sourcil. Je te souhaite bien du courage pour le payer, puisque tu n'as plus rien. Les Delcourt descendirent l'escalier en robe de chambre, la dignité encore plaquée sur le visage. Monsieur Morel, soyons raisonnables. Nous pouvons trouver un arrangement. Il n'y a plus rien à arranger. Vous avez franchi une ligne. Vous avez manipulé une femme vulnérable, tenté de voler ce que 2 vies de travail ont construit. Vous avez 30 minutes pour quitter cette maison. Après quoi, tout ce qui restera ici appartiendra à la fiducie. Un silence de plomb suivit. On n'entendait plus que le tic-tac de l'horloge du salon. Puis, lentement, les conspirateurs commencèrent à faire leurs valises. Adrien monta à l'étage. Jean le suivit du regard sans dire un mot. 25 minutes plus tard, la voiture noire des Delcourt quitta le domaine, suivie de celle de son fils. Le portail se referma derrière eux avec un bruit métallique, définitif. Jean inspira profondément. Le silence était revenu, mais un silence nouveau, apaisé. Il se tourna vers Claire. Elle se tenait sur le perron, la lumière du matin dorant ses cheveux. Elle ne disait rien, mais dans ses yeux brillait une paix qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « On rentre chez nous », dit-il simplement. Ce jour-là, tous les verrous furent changés, un nouveau système de sécurité installé. La maison, autrefois profanée, devint un refuge inviolable, et quand le soleil se coucha sur les vignes, Jean Morel sut que la bataille était gagnée. Mais il savait aussi que la guerre la plus longue allait commencer, celle du pardon. L'hiver passa, lourd et silencieux. Sur le domaine, les vignes dormaient sous la brume, et la vie reprenait lentement son cours. Jean et Claire travaillaient côte à côte, comme autrefois, redonnant au château des Amandiers sa sérénité perdue. Mais quelque part, à quelques kilomètres de là, un autre hiver commençait, celui d'Adrien. Les premières nouvelles arrivèrent au printemps. Un ami commun, discret mais fidèle, avait glissé à Jean que son fils vivait désormais dans un petit appartement à Talence, avec Camille et leurs 2 enfants. Camille, habituée aux dîners mondains et aux robes de couturier, supportait mal cette nouvelle vie. L'argent s'était tari, les invitations avaient cessé. Le nom Morel ne valait plus rien sans le domaine qui l'accompagnait. Jean écoutait ces rumeurs sans mot dire. Chaque fois, Claire le regardait en silence, cherchant dans son visage un signe de rancune ou de pitié. Mais il restait impassible. Il savait que le temps, parfois, punit mieux que la colère. L'été suivant, le verdict tomba. Camille avait demandé le divorce. Incompatibilité de caractère, disaient les papiers. En vérité, elle n'avait supporté ni la modestie, ni le travail, ni l'absence de fortune. Elle était retournée à Paris, laissant Adrien seul avec leurs 2 enfants, Louis, 8 ans, et Élise, 6 ans. Ce soir-là, Jean lut le courrier que maître Bélier lui avait transmis. Une ligne en particulier le frappa. Monsieur Morel a renoncé à toute prétention sur le patrimoine familial et assume seul la garde des enfants. Il posa la lettre et resta longtemps immobile, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée. Ce fils qu'il avait renié commençait peut-être à devenir un homme. Les mois passèrent. Adrien avait trouvé un emploi d'architecte stagiaire dans une petite agence de Bordeaux, salaire modeste, horaire dur. Mais il travaillait, sérieusement. On le voyait partir tôt, rentrer tard, sans plainte, sans ostentation. Les voisins parlèrent d'un père exemplaire, discret, poli. Jean entendait tout cela de loin, sans intervenir.
Il observait, à distance, par l'intermédiaire d'amis, d'anciens collègues, de murmures. Il voulait savoir si le changement était réel ou seulement le masque d'un homme brisé. Un dimanche de novembre, son ami le commissaire Duret vint déjeuner au domaine. Entre deux verres de vin, il dit « J'ai croisé ton fils la semaine dernière. Il venait chercher ses enfants à l'école. Il a maigri, mais il a le regard clair. Il n'esquive plus. Il parle de ses erreurs sans se justifier. » Jean ne répondit pas. Il resta un moment à regarder les vignes, puis dit simplement « Peut-être que la chute lui a enfin appris à marcher droit. » Dans les mois qui suivirent, Adrien gravit doucement les échelons. De simple dessinateur, il devint assistant de projet. Ses patrons louaient sa ponctualité, sa précision, son respect. Plus personne ne se souvenait de l'héritier Morel. On ne connaissait plus que Monsieur Adrien, un homme honnête, un père présent. Pendant ce temps, Jean continuait de se taire. Mais parfois, le soir, il s'attardait dans le bureau, les yeux posés sur une photo encadrée, Adrien enfant, dans les bras de Claire, riant au milieu des vignes. Sous le verre, la poussière formait une fine pellicule que Jean essuyait du bout des doigts avant d'éteindre la lampe. Il ne pardonnait pas encore, mais il commençait à espérer. 2 années s'étaient écoulées depuis cette nuit glaciale où tout s'était effondré. Les vignes du château des Amandiers donnaient de nouveau un vin d'exception, et Claire, plus apaisée, consacrait ses journées à la fondation caritative qu'elle avait créée pour aider les familles rurales en difficulté. Mais Jean, lui, n'avait jamais cessé de penser à Adrien. Il n'avait pas parlé à son fils depuis cette fameuse matinée d'expulsion. Pourtant, à travers le réseau invisible d'amis et de notaires, il suivait chaque étape de son parcours. Adrien travaillait désormais chez Bérard & Associés, un petit cabinet d'architecture réputé pour sa rigueur. Il avait gagné le respect de ses collègues, refait une vie simple sans excès. Mais Jean voulait en être sûr. Était-ce une vraie transformation? Ou seulement la façade d'un homme brisé qui jouait le rôle de la rédemption? Un soir de janvier, il s'assit à son bureau et appela Maître Bélier. « J'ai besoin de toi pour un projet un peu particulier. »« Je t'écoute. »« Je veux le tester, sans qu'il le sache. » L'avocat ne répondit pas tout de suite, puis soupira. « Très bien, dis-m'en plus. » Ainsi naquit Méridien Développement, une société écran créée spécialement pour cette épreuve. Sous un faux nom, elle proposait à Adrien de concevoir un projet ambitieux, la rénovation d'un ancien chai en hôtel de charme écologique, exactement le genre de rêve qu'il nourrissait depuis des années. Les conditions semblaient idéales, mais le contrat, rédigé avec soin par Maître Bélier, contenait une clause perfide. Le dernier versement, représentant 40% du montant total, serait laissé à la seule appréciation du client, sans justification requise. Un piège. Une clause inacceptable pour un professionnel intègre, mais tentante pour quelqu'un désespéré d'obtenir une chance. Jean voulait voir quelle route son fils choisirait. Quelques jours plus tard, son contact dans l'agence, un consultant nommé Marc Delattre, l'appela. Il a accepté le premier rendez-vous, très motivé. « Observe-le, » dit simplement Jean, « et raconte-moi. » Le rapport tomba 3 jours plus tard. Adrien est brillant, passionné. Il a apporté des croquis, des idées concrètes, une vraie vision du lieu. Mais il veut faire relire le contrat par son avocat avant de signer. Jean esquissa un mince sourire. Ah, c'est déjà un bon signe. 1 semaine plus tard, Marc rappela. Son avocat lui a expliqué la clause. Il a dit non. Non? Oui. Il refuse de signer un contrat qui donne au client le droit de ne pas payer sans raison. Il a même dit, je cite, « Je préfère perdre le projet que perdre mon intégrité. » Jean resta un instant sans voix. Il sentit quelque chose se desserrer en lui, une tension vieille de 2 ans. Et ensuite? Il a proposé de revoir la clause avec des critères objectifs. « Accepte, » dit Jean doucement. « Dis-lui que le client apprécie son professionnalisme. » Le contrat fut signé avec des conditions équitables et Adrien se lança dans le travail avec une rigueur exemplaire. Chaque semaine, Marc envoyait à Jean des rapports, plans, photos, remarques. Adrien collaborait avec les ingénieurs, écoutait les artisans, corrigeait les erreurs sans jamais accuser personne. Pas d'orgueil, pas de ruse, seulement du travail honnête, patient. Un jour, Marc écrivit simplement « Ce type est différent. Il ne cherche pas la gloire,
seulement à bien faire les choses. Jean referma le dossier et resta longtemps immobile. Il comprit alors que l'homme qu'il observait n'était plus le fils qu'il avait chassé. C'était quelqu'un d'autre, un homme mûr, solide, redevenu digne du nom qu'il avait souillé. Mais il devait en être certain. Avant de tendre la main, il voulait le regarder dans les yeux. Il fixa une date, en secret, la remise finale du projet, dans son propre bureau, au domaine. Adrien ne savait pas que derrière le mystérieux commanditaire de Méridien Développement se cachait son père. Le moment de vérité approchait. Le jour de la présentation finale arriva, clair et froid comme un matin d'hiver bordelais, dans le vieux bureau du château des Amandiers, celui-là même où Jean avait autrefois signé les premiers contrats de sa vie d'entrepreneur. Tout était en ordre. Les dossiers alignés, les stores à demi ouverts, la lumière douce filtrant sur le bois ancien. Jean attendait, debout derrière son bureau, les mains jointes, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait voulu admettre. On frappa doucement à la porte. « Entrez !» Adrien apparut. Vêtu simplement d'un costume bleu marine, un porte-documents à la main, il avait l'air fatigué mais assuré. Ses cheveux portèrent les premières touches de gris, et son regard, celui d'un homme qui avait connu la chute et choisi de se relever. Il s'arrêta net en reconnaissant la pièce. « Monsieur Morel ?» balbutia-t-il, ne comprenant pas. Jean contourna lentement le bureau. « Tu peux dire papa, Adrien. Ce serait plus juste. » Un silence s'abattit sur la pièce. Adrien resta figé, les yeux écarquillés, puis la vérité le frappa. C'était toi. Le projet, la société, tout ça, c'était toi. Jean hocha la tête calmement. 3 mois que je t'observe. 3 mois à te voir travailler, à refuser les raccourcis, à exiger l'honnêteté. 3 mois à espérer que tu étais enfin devenu l'homme que j'espérais. Adrien posa lentement son dossier sur le bureau. Ses mains tremblaient. Tu m'as mis à l'épreuve. Oui. Parce que les mots ne suffisent plus, il fallait des actes. Il y eut un long silence. Puis Adrien parla d'une voix basse, brisée. Je comprends. Et tu avais raison. J'ai mérité ce que tu m'as fait. Ce soir-là, quand tu es rentré, je n'étais plus ton fils. J'étais un homme faible, orgueilleux, qui a laissé d'autres humilier sa propre mère. Je revois encore son visage, sous l'arbre. Elle pleurait, et moi je riais. Ses mots s'étranglèrent. Il serra les poings, cherchant son souffle. J'ai tout perdu, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Camille est partie dès que l'argent a disparu. Et c'est là que j'ai compris. J'avais bâti ma vie sur du vide. Depuis, je me lève chaque matin pour mes enfants. Je travaille, je cuisine, j'apprends à être un père, un homme, sans ton nom, sans ton argent. Et si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on m'accepte à nouveau. C'est juste pour te dire que je ne t'en veux pas. Tu m'as puni, oui, mais surtout, tu m'as sauvé. Jean resta immobile, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une émotion contenue. Il s'approcha, lentement. « Que veux-tu, Adrien ?»« Rien. Je veux seulement que mes enfants connaissent leurs grands-parents. Je ne te demande pas de m'aimer à nouveau, ni de me pardonner. Je veux juste que Louis et Élise sachent d'où ils viennent, et qu'ils voient peut-être que leur père a changé. » Un long silence suivit. Le vieux pendule du bureau battait la mesure entre eux. Jean fixa son fils, cherchant la faille, le mensonge, le calcul. Mais il ne vit que la vérité nue, la fatigue, la sincérité, la honte assumée. Il soupira profondément. L'héritage reste inchangé. Tout va à ta mère, puis à la fondation. Je le sais, et je ne veux rien d'autre. Si un jour tu veux reconstruire quelque chose, ce sera par ton propre travail, pas sous le nom Morel, pas grâce à moi. Adrien hocha la tête. C'est déjà ce que je fais. Jean détourna les yeux vers la fenêtre. Dehors, les vignes s'étendaient à perte de vue, baignées de soleil. Il murmura presque. Tu as fait du bon travail, pour Méridien, les plans sont magnifiques. Adrien esquissa un faible sourire. Merci, c'est tout ce que j'espérais entendre. Il prit sa mallette et s'avança vers la porte. Avant de sortir, Jean l'appela doucement. Adrien. Le jeune homme se retourna. Tu es redevenu un homme, mais pour redevenir mon fils, il faudra du temps.
Adrien inclina la tête, les yeux humides. J'attendrai le temps qu'il faudra. La porte se referma. Jean resta seul, les mains sur le dossier de son fauteuil, le regard perdu dans la lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, il sentit dans sa poitrine quelque chose d'inattendu, de fragile, de doux. L'espoir. Le printemps suivant arriva doucement sur le Bordelais. Les vignes du château des Amandiers reprenaient vie, et dans la maison, Claire remplissait les pièces de fleurs fraîches et d'une paix nouvelle. Depuis la rencontre entre Jean et Adrien, 3 mois s'étaient écoulés. Pas un mot de plus, pas un appel, seulement le souvenir de cette conversation suspendue dans le silence. Mais ce silence, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus un mur. C'était un pont en construction. Un dimanche matin, Claire entra dans le bureau de Jean, tenant son téléphone dans les mains. « C'est Adrien » dit-elle doucement. « Il voudrait te parler. » Jean leva les yeux, hésitant, puis hocha la tête. Mais sur haut-parleur. La voix de son fils résonna, un peu tremblante. « Bonjour maman, bonjour papa. » Un court silence. « Les enfants aimeraient vous voir. Juste une petite visioconférence, si vous êtes d'accord. Ils posent beaucoup de questions. » Claire posa sa main sur celle de Jean. Il inspira lentement. « D'accord, mais pas plus d'1 heure. »« Merci, merci papa. » Ce dimanche-là, à 17 heures, le vieil ordinateur du bureau s'alluma et l'écran s'illumina d'un visage familier. Adrien apparut, assis dans un petit salon modeste. De part et d'autre de lui, 2 enfants souriaient timidement, Louis, les yeux graves de son père, et Élise, avec les boucles dorées de Claire. « Bonjour, papy. Bonjour, mamie » lança Élise d'une voix claire. Le cœur de Claire se serra. « Bonjour, ma chérie. Tu as tellement grandi. » Louis, plus réservé, leva la main en signe de salut. « J'ai appris à reconnaître les cépages à l'école. Il y a du merlot au château, non ?» Jean ne put s'empêcher de sourire. « Exactement. Et du cabernet franc aussi. Tu viendras les voir un jour si ton père est d'accord. » Adrien resta silencieux, mais dans ses yeux passait une gratitude infinie. Pendant 1 heure, la famille parla de tout, de l'école, des dessins d'Élise, du travail d'Adrien, des recettes de Claire. Rien d'important et pourtant tout l'était. C'était la première pierre d'un pont qu'il croyait impossible à reconstruire. Lorsque l'appel prit fin, Claire avait les larmes aux yeux. Jean resta un moment devant l'écran noir, pensif. « Ils sont beaux, ces enfants, » dit-il enfin. « Oui, et ils t'attendent, Jean. Eux, ils ne t'ont jamais trahi. » Les appels devinrent hebdomadaires, puis mensuels, mais plus longs, plus sincères. Adrien ne forçait rien. Il laissait le temps faire son œuvre, prouvant par sa patience ce que les mots n'auraient jamais pu dire. 6 mois plus tard, ils décidèrent du grand pas, une rencontre en personne. Claire en tremblait d'émotion. Jean, lui, se taisait, comme toujours lorsqu'il avait peur. Le jour venu, la voiture d'Adrien se gara lentement devant le portail du domaine. Louis et Élise en sortirent les premiers, courant sur le chemin bordé de lavandes. Jean les observa venir à lui, hésita une seconde, puis ouvrit les bras. Les enfants s'y jetèrent, riant, bavardant, posant 1000 questions sur les vignes, les pressoirs, les raisins. Adrien, resté un peu en retrait, observait la scène, les mains dans les poches, les yeux humides. Claire s'approcha de lui, le regard plein de douceur. « Tu es revenu à la maison, Adrien ?» Il hocha la tête, incapable de répondre. Plus tard, ils déjeunèrent tous ensemble sous la tonnelle, comme autrefois. Le vin était léger, le pain encore tiède, et les rires des enfants emplissaient l'air d'une joie simple. Jean, silencieux, regardait son fils aider sa fille à couper son fromage, lui essuyer la bouche avec un sourire. Ce geste-là, si naturel, valait plus que n'importe quelle excuse. Le soir tombait lorsqu'Adrien, avant de partir, s'approcha de son père. « Merci, » murmura-t-il. Jean le regarda longuement. « C'est un début. » Ce fut tout. Mais dans ces 2 mots, il y avait déjà un pardon. Les années passèrent, discrètes et fécondes, comme les saisons d'un grand cru. Le château des Amandiers prospérait de nouveau. Les vendanges se succédaient, les cuves se remplissèrent d'un vin plus harmonieux que jamais, et la maison, autrefois théâtre de larmes, résonnait à présent de rires d'enfants.
Louis et Élise grandirent vite. Chaque deuxième week-end, ils descendirent de Bordeaux pour aider Papy Jean dans les vignes ou Mamie Claire dans son potager. Leur présence redonnait à la propriété une lumière que le temps n'avait pas su éteindre. Adrien, de son côté, s'était imposé comme l'un des architectes les plus respectés de la région. Ses projets mêlaient modernité et tradition, élégance et respect de la terre. Il travaillait sans relâche, mais sans arrogance, humble devant la beauté des choses simples. Certains disaient « Il a la rigueur de son père et la sensibilité de sa mère ». Et cette phrase suffisait à faire naître un discret sourire sur les lèvres de Jean. Leur relation père et fils n'était pas redevenue ce qu'elle avait été, mais elle était devenue meilleure, honnête, claire, solide. Ils se parlaient avec mesure, parfois encore avec gêne, mais toujours avec respect. Le passé n'était pas effacé, il était apprivoisé. Un soir d'automne, Jean se tenait sur la terrasse, regardant le soleil tomber derrière les rangs de vignes. Adrien le rejoignit, un verre à la main. « Tu sais, papa, Louis m'a dit l'autre jour qu'il voulait être viticulteur. » Jean esquissa un sourire. « Alors il faudra qu'il apprenne à se lever tôt. » Ils burent en silence, savourant ce calme retrouvé. Après un moment, Jean reprit « Tu as refait ta vie, Adrien. Tu as reconstruit ton nom. Je suis fier de toi. » Le fils le regarda, les yeux brillants. Entendre ça, c'est plus que n'importe quel héritage. Jean posa sa main sur son épaule. « Ce que je te laisse, ce n'est pas un domaine, ni de l'argent. C'est une leçon. Le vrai héritage, c'est ce qu'on mérite, pas ce qu'on reçoit. Tu as su le comprendre, et c'est tout ce qui compte. » La nuit tomba sur le vignoble, douce et paisible. Les cigales se turent, remplacées par le chœur discret des grillons. De la maison, on entendait la voix de Claire appeler les enfants pour le dîner. Jean sourit, leva son verre et murmura « À la famille, la vraie. Celle qu'on construit, pas celle qu'on consomme. » Adrien hocha la tête, ému. « À la famille, et à toi, papa. » Ce soir-là, Jean comprit que la boucle était bouclée. La blessure n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en cicatrice, preuve que la douleur avait existé, mais aussi que la guérison avait eu lieu. Le domaine resterait un jour à Claire, puis à la fondation, comme prévu. Mais dans le cœur de Jean, il savait que son vrai testament était ailleurs, dans la droiture retrouvée de son fils, dans le rire des petits-enfants courant entre les vignes, et dans cette paix qu'aucune fortune n'aurait pu acheter. Parce qu'au fond, le plus grand héritage n'est pas fait de pierre ni de vin, mais de pardon.